Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Vergne, programme FECODE, RENIFED. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la question de l'Anthropocène et proposer quelques pistes de réflexion pour mieux intégrer ces questions. Nous allons tout d'abord définir ce qu'est l'Anthropocène, à partir de quand on peut en parler, quelles sont les particularités, quels récits, qu'est-ce que ça engendre dans les sociétés et dans les classes éventuellement. Voir la vision prospective de l'avenir, avec les compétences mobilisées, voir quelques méthodes pour permettre de le penser. Penser le futur, et nous verrons si nous avons le temps d'aller jusqu'à la question des risques majeurs. C'est quoi l'Anthropocène? C'est le temps où l'homme devient un facteur prépondérant de l'évolution de la Terre. Depuis le moment où l'action de l'homme est visible sur Terre. Action sur quoi? Action sur la biosphère, l'ensemble des êtres vivants. Atmosphère. Hydrosphère. Hydrosphère, c'est à la fois la sphère marine, la sphère des eaux douces sur les continents, stagnantes ou des rivières, mais c'est aussi de l'eau solide sur les continents, les glaciers, ou sur les océans, les banquises. C'est aussi la sphère de la lithosphère, c'est-à-dire la partie rigide, on va dire pour simplifier pour l'instant, la croûte continentale. Est-ce que l'homme a un effet là-dessus? Alors en fait, pour voir l'effet de l'homme, il faudrait être petit martien qui vient d'ailleurs et qui vient voir la Terre vue de l'extérieur. Mais avant même d'aller à ça, replaçons-nous dans le temps. Au Paléolithique, ceci est un petit chasseur-cueilleur. Le petit chasseur-cueilleur est poursuivi par des gros monstres qui ne cessent de le mettre en danger. Les temps changent, d'après Reiser, et au jour d'aujourd'hui, ce sont de méchants grandes brutes qui vont poursuivre le pauvre petit lapin. Première remarque, c'est d'ailleurs ce que, d'un point de vue sous une forme beaucoup plus scientifique, Sébastien Boller explique, c'est nous sommes des bestioles qui, au Paléolithique, avons été soumises à des pressions de sélection. Si vous êtes un chasseur-cueilleur, que vous faites le même pas peur devant des grosses bestioles, vous avez quand même quelques chances de trépasser très rapidement. Dès l'instant où vous trépassez très rapidement, il est évident que votre génération s'arrête là et que vous ne transmettez pas l'information aux générations suivantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui n'aurait pas eu une réaction au stress immédiat a 9 chances sur 10 d'avoir été contre-sélectionnée sur l'échelle du temps. Et nous allons prendre cette vision évolutive assez souvent. J'aime bien cette vision ici. C'est la Terre vue de la Lune. La première chose qu'on peut dégager à partir de la Terre vue de la Lune, c'est qu'elle est ronde. Mais je vous ferai une remarque, c'est que même en France, on a quand même 5% de la population française qui connaît ces images et préfère considérer ces images comme étant des images truquées. Et donc, même face à une évidence, la Terre est ronde, vous avez toujours 5% de gens qui vont être conspirationnistes, qui vont être sur les théories du complot et qui vont dire qu'on leur fait gober des choses. Il ne suffit donc pas, sur ces questions-là, de montrer. Il ne suffit pas, pour ces questions-là, de démontrer. Ça fait 2000 ans qu'on sait qu'elle est ronde. Il va falloir, en fait, arriver à convaincre. Et là, vous allez voir qu'on va faire appel à des choses qui sont très différentes de la raison. Si je m'intéresse à une vision de la Terre, première chose, au début du XXe siècle, la masse anthropique, pour faire simple, la masse anthropique, c'est l'ensemble de tout ce qu'a produit l'homme. Des chaises, des tables, des maisons, des routes, des ponts, et tous les produits de consommation. La masse anthropique, ça faisait 3% de la biomasse de la Terre. La biomasse, c'est l'ensemble des végétaux et des animaux qui sont sur Terre. La biomasse sur Terre, c'était à peu près une tératonne. Une tératonne, c'est 1000 milliards de tonnes. Donc, pour faire simple, au début du XXe, la masse anthropique
de ce qui est produit par l'homme, ça fait 3% de la biomasse. Aujourd'hui, regardez les chiffres, la masse anthropique dépasse la biomasse sur la planète. Pour dire les choses autrement, si j'étais un petit homme vert qui vient de l'extérieur, je verrais plus de production de l'homme que de production de la nature. Et si je regarde les chiffres dans leur évolution, en 2040, tout laisse à penser que nous aurons plutôt 3 tératonnes de masse anthropique, c'est-à-dire 3 fois plus de matériaux produits par l'homme sur Terre. Est-ce que c'est grave? Je ne dis pas forcément que c'est grave, mais ça veut dire simplement que nous allons vivre sur une Terre qui sera quand même extrêmement différente. Alors si nous regardons la Terre de l'espace, c'est-à-dire avec des images satellitales, si nous la regardons en images satellitales, bien sûr, quand on est sur une ville, on a des choses qui, pour un petit homme vert de très loin, seraient très difficiles à interpréter. Bien sûr, il pourrait nous dire « Ah, c'est marrant, c'est joli, c'est cette jolie mosaïque, la Terre. » Et oui, effectivement, nous sommes sur des lieux anthropisés. Alors je n'ai pris ici que la partie, nous sommes en Amazonie, j'ai pris une partie où on a d'une part des champs de soja, et d'autre part des résidus de forêt tropicale. Alors bien sûr, toute l'Amazonie n'est pas dans cet état-là, mais une partie grandissante de l'Amazonie a été défrichée à très grande vitesse. Et si quelqu'un regarde la Terre de l'extérieur, on voit ce mitage de la forêt amazonienne qui apparaît de plus en plus. Il faudrait donc une sacrée mauvaise foi pour, même si on regardait la Terre de l'extérieur, se dire que l'homme n'a pas eu une quelconque influence. Nous sommes ici sur une mine de coltan. C'est une mine d'extraction d'une des terres rares qui permet de faire les portables. Là, chacune des terrasses que vous voyez là fait quand même à peu près 20 mètres. Nous avons donc quelque chose qui va plonger sensiblement à 300 mètres de profondeur. Alors on peut considérer que c'est beau, exactement comme on considère que c'est beau, mais par contre, effectivement, c'est quelque chose qui tranche dans le paysage. Quand vous voyez que vous arrivez à voir la muraille de Chine depuis l'espace, ça, évidemment, ça troue le paysage. Et donc, des modifications de l'atmosphère, oui, on y revient d'ailleurs dans un instant, des modifications de la biosphère, oui, évidemment, des modifications de la lithosphère, oui, évidemment. J'aurais pu vous présenter des images de fonte de glaciers, des images de fonte de la banquise. J'ai préféré vous mettre cette image-là. Je pense identifier assez facilement que là, vous avez le trait de côte. Là, vous avez des continents. Là, vous avez un peu de blanc. En fait, c'est de la neige, c'est des images, hein, ce n'est pas des photos. Et vous avez ici ces traces jaunes et ces traces bleues. Vous avez ici un fleuve ici, un deuxième fleuve ici, qui se jette dans la mer. À la question de c'est quoi le jaune? Le jaune correspond fondamentalement à des produits de l'érosion, des marnes et du sable et autres produits. Mais vous allez me dire, mais alors ça, c'est pas lié à l'homme. Non, non, justement, ça, ce n'est pas lié à l'homme, c'est quelque chose qui se fait naturellement sur Terre. Tous les fleuves amènent dans l'océan un certain nombre de produits qui sont issus des continents. Plus ou moins, car si je vais du côté de la Chine, vous savez peut-être que la majeure partie des fleuves chinois n'atteignent plus, du moins en été, mais même en fait pendant plusieurs mois dans l'année, n'atteignent plus l'océan. Et en fait, c'est quoi la preuve de l'action de l'homme? C'est justement que nous n'avons plus ces panaches-là. Vous allez me dire, mais alors les panaches, ils font combien? Quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, parfois jusqu'à plus de 100 kilomètres. À l'échelle de la Terre, c'est donc des choses qui se voient ou qui disparaissent. À la question de pourquoi c'est jaune, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est vert, les cours d'eau amènent dans l'océan un certain nombre de nitrates, de phosphates,
qui permettent aux algues océaniques de se développer, de pulluler et de faire ce qu'on appelle des marées vertes. Les marées vertes sont parfois sur les côtes, mais elles sont, parce que ces panaches peuvent être rabattus sur les côtes, mais elles peuvent aller parfois fort loin dans l'océan, comme ce qui se passe au niveau de l'Amazone, où ces courants sont repris et sont d'ailleurs ramenés jusqu'au niveau de la Guadeloupe, où on a des marées vertes sur les bords sur les côtes de la Guadeloupe. Pour résumer, le temps où l'homme devient un facteur prépondérant de l'évolution de la Terre, on a un certain nombre d'éléments visuels. Mais je voudrais aller à des choses moins visuelles. Pour bien comprendre ce que l'on va dire là, nous nous situons à une échelle de temps entre 10 000 ans et progressivement à l'actuel. Pour bien comprendre ça, il faut savoir que depuis 2 millions d'années, la Terre alterne des périodes de glaciation de plusieurs dizaines de milliers d'années, 40 à 80 000 ans, et des périodes interglaciaires plus chaudes, durant lesquelles la température augmente. Nous sommes actuellement, normalement, je vais vous le remontrer sur une courbe dans un instant, ça fait plus de 10 000 ans que nous sommes dans un interglaciaire. Nous devrions donc être en train de sortir d'un interglaciaire. C'est la raison pour laquelle on a des évolutions dites naturelles. Voilà comment devrait évoluer le dioxyde de carbone quand on tient compte de l'évolution naturelle. Le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, entre 10 000 ans et aujourd'hui, devrait diminuer. Et tout se passe bien quand on mesure les valeurs ici. Et à 8 000 ans, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne marche plus comme ça devrait marcher. Alors là, on doit se questionner et on doit se poser la question de savoir quelle en est la cause. La cause, maintenant bien établie, c'est l'arrivée de l'agriculture. L'agriculture en Mésopotamie. Mésopotamie, méso, milieu, potamos, fleuve, c'est le croissant fertile, c'est l'actuel Iran-Irak. Sur ce croissant fertile, on invente l'agriculture et on met en place l'agriculture et on en a des traces paléontologiques. Et on voit que l'arrivée de l'agriculture entraîne cette augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Pourquoi ? Alors il faut bien comprendre que quand les Sumériens se sont installés, ils sont partis de zones qui n'avaient rien de zones désertiques. Ne croyez pas que des civilisations avec un potentiel aussi élevé que le potentiel des Sumériens avec les grandes cités, Uruk, etc., ils aient pu se développer en plein désert. Non! À cette époque-là, nous avions dans ces régions des forêts, et des forêts de grande taille, des forêts complexes, des forêts très élevées, à 30 mètres. Et lorsque les gens au néolithique ont voulu faire de l'agriculture, ils ont donc dans un premier temps défriché. Ceci dit, peut-être que c'était déjà défriché parce que, vous avez compris, on se servait du bois comme étant le combustible, le moyen de transport, le moyen de construction. Donc, déforestation avant ou déforestation après, on peut toujours se poser la question de la chronologie. Toujours est-il qu'à partir du moment où on mène l'agriculture, on a transformé un écosystème forestier où il y avait 300 tonnes de biomasse à l'hectare en un écosystème, un champ de blé, où il y a 2-3 tonnes de matière organique à l'hectare. Ne nous étonnons donc pas si le dioxyde de carbone est rejeté dans l'atmosphère. Il l'est doublement par la dégradation de la forêt, qui est brutalement remise dans l'atmosphère sous forme de CO2, et il l'est aussi par l'activité des terres agricoles. Nous sommes là aux alentours de 8000 ans. Pourquoi ça n'a pas commencé plus tôt? Mais c'est tout simple. Il y a 10 000 ans, il n'y avait pas 2 millions de personnes sur Terre. Il y avait quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers de personnes. La Terre sortait d'une glaciation. Lors d'une période de glaciation, il reste sur Terre quelques milliers de personnes
qui, effectivement, profitent de l'augmentation de température pour s'étendre à l'échelle de la Terre, faire des migrations, s'installer. Et nous revenons là-dessus. Un peu plus tard, du côté de la Chine, une autre idée apparaît. C'est, au lieu de prendre simplement de l'eau pour irriguer, les rives, je vais prendre un fleuve et je vais le détourner et je vais noyer une plaine. Cette plaine est une plaine à riz. Là, on peut cultiver du riz, on peut cultiver de nouvelles céréales. Avantage, inconvénient, effectivement, explosion démographique, puisqu'on peut cultiver des choses extrêmement productives. L'inconvénient quand même, c'est que dans une rizière, il y a une très forte production de méthane. Le méthane, vous l'avez là. Le méthane, au début, il diminue, comme d'ailleurs, comme CO2, il diminue de la même façon, c'est normal. Et puis, à partir de 5000 ans, on a le méthane qui apparaît en plus grande quantité dans l'atmosphère. Et on peut faire une assez bonne corrélation entre le méthane atmosphérique et l'arrivée des rizières. Bien sûr, toujours ceci sous fond de déforestation. Si je vais maintenant m'intéresser à ce qui se passe il y a 2000 ans, vous avez compris qu'on a pris de l'eau pour irriguer sur les bords des cours d'eau. C'est ce qui s'est passé en Mésopotamie. Puis on a pris de l'eau pour inonder des vallées. Là maintenant, on va piéger l'eau qui est sur les collines de façon à faire des terrasses. Alors c'est vrai que c'est esthétiquement, je pense, très joli, mais sur le plan technique, ça veut dire que ce que l'on avait fait en plaine, on le fait maintenant sur une zone qui est une zone de colline. Et vous avez une production de CO2, mais aussi de méthane, y compris sur les collines de moyenne, voire de haute altitude. De ce fait, l'agriculture, vous l'avez compris, ne peut que modifier la composition chimique de l'atmosphère. Alors vous allez me dire, mais comment on le sait ça? Alors en fait, j'ai pris ici une carotte de roche, mais on va prendre des carottes, non pas de roche, mais des carottes de glace. On va aller les chercher dans la zone arctique. On sait qu'au-dessus c'est plus récent, au-dessous c'est plus ancien. On fait une datation et dans la carotte de glace, on a des bulles. Ces bulles, on va les analyser. Et c'est là que l'on peut effectivement analyser la composition de l'atmosphère depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Si maintenant je vais un peu plus loin, je reprends. Il y a 20 000 ans, la température était plus froide. Oh, pas 50 degrés plus froid, non, 5 degrés plus froid, grand maximum. Nous sortons d'une période glaciaire et progressivement, la température augmente. La température augmente et effectivement, l'homme va s'étendre, profitant de ces changements, va s'étendre à l'échelle de la Terre. Il va monter dans les zones plus septentrionales. Lorsqu'il arrive sur une zone un peu froide, il va s'étaler vers l'est, vers la Chine. Il va s'étaler vers l'ouest, et là, il tombe immanquablement sur la France, qui est un cul-de-sac puisqu'il ne peut pas traverser la mer. Et effectivement, ces migrations horizontales sont bloquées par la topographie de la France. Si je regarde maintenant ce qui se passe, nous avons augmenté en température pendant 10 000 ans, nous devrions normalement baisser en température pendant les 10 000 ans qui suivent. Et c'est relativement imparable, et c'est quelque chose qui devrait se passer comme ça. Et pourtant, on voit que ça n'a pas diminué. En fait, c'est la zone jaune, c'est la zone de l'agriculture ancienne. L'agriculture ancienne, en changeant les gaz dans l'effet de serre, en augmentant l'effet de serre, a provoqué une augmentation de la température globale de la Terre. La Terre qui devrait se refroidir
ne se refroidit pas et reste sensiblement à la même température durant toute cette période de 10 000 ans jusque pratiquement à quelques centaines d'années. Alors vous allez me dire, mais alors c'est bien, les agriculteurs, ils ont fait plutôt du bon boulot, puisqu'ils nous évitent d'avoir plus froid que la moyenne. Oui, bien sûr, mais en fait on avait mis là le doigt dans un engrenage. Derrière, je ne vais le prendre qu'après, il y a cette période d'industrialisation rapide, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus le bois comme étant la source d'énergie, on va utiliser fondamentalement le charbon, le gaz, le pétrole et d'autres qui viennent maintenant. Concernant la partie rouge, là, il faut qu'on soit très vigilant et qu'on exerce bien notre esprit critique. Ça, c'est ce qu'on pense qu'il va être. On estime que l'on va continuer d'utiliser les combustibles fossiles pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Là, il y a une incertitude sur la durée. Parce que, quoi qu'on en dise, on ne pourra pas dire si c'est 40 ans, 50 ans, 60 ans. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on aura fini de les utiliser, automatiquement, on aura des températures qui vont rebaisser parce qu'effectivement, nous arrêterons de rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La température ne pourra donc que baisser. Mais là, on est certain que ça va se passer. On ne sait pas si ça va durer plus ou moins longtemps et on ne sait pas si ce sera un très grand pic ou un pic un peu plus faible. On ne sait pas, on a quand même quelques petites idées. Si je résume ce qu'on vient de dire, l'agriculture est née, a eu, alors je ne dis pas des effets positifs, a changé le climat de la Terre. Et donc, pour répondre à ma question, à partir de quand peut-on dire que l'homme a un effet sur la Terre? Donc on est en Anthropocène. Ce n'est pas la période actuelle, c'est depuis 8000 ans. Car il a là commencé les transformations. Si je me réfère à un auteur que j'apprécie tout particulièrement, c'est Jean-Pierre Demoule, qui parle des migrations de l'homme depuis le Paléolithique. Il a fait un petit bouquin qui est très intéressant. Il a fait un petit bouquin sur ce qui s'est passé sur les 10 derniers milliers d'années. Quelle est la relation entre tout ça? Souvent, on pense qu'on a fait de l'agriculture pour nourrir des bêtes et les manger. En fait, de nombreux auteurs donnent une thèse qui est beaucoup plus probable et beaucoup plus intéressante. Si nous avons fait de l'élevage, c'est plutôt pour les habits, dans un premier temps, pour nous prémunir du froid, des moustiques et de toutes les attaques. Si nous avons fait de l'élevage, c'est donc petit 1 pour des habits. Petit 2, nous y reviendrons dans un instant, pour nous servir des animaux d'élevage pour du déplacement, de l'attraction, etc. Et ce n'est qu'après qu'on s'est posé la question du lait des vaches, des ovins, des caprins, des bovins. La question du lait s'est posée après. Pour information, si on prend l'histoire du lait, dès l'instant où des gens se sont installés, c'est-à-dire que nous sommes sur du néolithique, ils font de l'élevage. Le lait est devenu un aliment pour les gens qui sont sur place. Il y a des buveurs de lait et il y a des gens qui ne sont pas buveurs de lait. En gros, qui ne le digèrent pas. Dès l'instant où vous ne digérez pas le lait, vous avez un désavantage en termes de sélection. À savoir que les dysenteries, les courantes liées au lait, on les voit encore aujourd'hui chez les gens qui ne digèrent pas le lait, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Quelqu'un qui ne digère pas le lait, à l'échelle de la sélection des générations depuis le Paléolithique, a 9 chances sur 10 de s'être fait éliminer très rapidement. Un autre sous-produit de la vache, c'est la viande. Nous ne sommes pas, sur le plan physiologique, préformés pour digérer d'énormes quantités de viande. Nous pouvons effectivement digérer de la viande et des végétaux, mais pas que de la viande, et d'ailleurs pas que des végétaux. Et donc, lorsque nous avons dû utiliser la viande des animaux, un certain nombre de petits hommes néolithiques
incapables de digérer de la viande, ont assurément été contre-sélectionnés. Et en fait, c'est tout simple, dès l'instant où on est mort, on a peu de descendance. Donc effectivement, tous les gens qui n'avaient pas la potentialité à digérer dans de bonnes conditions la viande ont été contre-sélectionnés. Mais il en va de même pour l'agriculture. Quelqu'un qui n'aurait pas l'aptitude à digérer de grosses quantités d'amidon, que ce soit l'amidon du blé, que ce soit l'amidon du maïs, que ce soit l'amidon issu du riz. Eh bien, quelqu'un qui n'aurait pas cette aptitude-là, il est effectivement contre-sélectionné. En fait, si on résume ce qui se passe sur ce début du néolithique, nous avons été sélectionnés pour être trouillards. Parce que si on n'est pas capable de percevoir le stress, on risque de mal terminer. Nous avons été sélectionnés pour effectivement être capables de gérer la digestion d'un certain nombre d'aliments. Tiens, je reviens à l'alimentation. Nous avons été sélectionnés pour faire face à des disettes lorsque nous étions au Paléolithique. Les centaines de générations paléolithiques, les chasseurs-cueilleurs. Les générations du Paléolithique étaient des générations qui avaient un apport relativement discontinu en nourriture. De ce fait, quelqu'un qui n'avait pas l'aptitude à stocker de la matière va être contre-sélectionné parce qu'en cas de disette, il ne s'en sortira pas. Alors vous allez me dire, on a sélectionné des gens qui ont une prédisposition à grossir. Oui, c'est vrai. Et le problème peut se poser justement lorsqu'on a des apports continus de nourriture, où effectivement cette disposition à stocker va être mise à contribution. Parce qu'on peut stocker dans des maisons, dans des greniers, dans les villages, mais on peut aussi stocker sur les personnes. Et effectivement, notre propension à stocker sur nous de la matière est quelque chose qui est un héritage paléolithique, semble-t-il. Vous voyez qu'on est donc, nous, petits bonshommes, les résultats d'une évolution. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à partir du moment où on passe à l'élevage, donc à l'agriculture, donc aux maisons, donc au village, à la sédentarisation, on a mis le doigt dans un engrenage qui fait que, comme, n'oublions pas un truc, un chasseur-cueilleur, il travaille combien de temps chaque jour? 2 heures, 3 heures. C'est un chasseur-cueilleur glandeur. Un éleveur, un agriculteur, lui, il va passer pratiquement 10 heures à travailler chaque jour. Et donc, effectivement, il a beaucoup moins de temps et il a une propension à essayer d'optimiser le temps, c'est-à-dire d'être le plus efficace possible. Il va donc inventer un certain nombre d'outils pour aller plus vite. Nous y revenons tout à l'heure. Des outils en métal, il va inventer des rues, c'est-à-dire des moyens de communication. Il va en fait avoir une relation au travail qui va être complètement différente. Je ne vais pas développer l'apparition des dieux. Jean-Paul de Moulle l'explique beaucoup mieux que moi. Les dieux sont apparus pour organiser tout ça. L'art est apparu, ou le design, ou plutôt aujourd'hui, l'art est apparu pourquoi? Pour donner du sens à la vie, un peu, mais surtout pour donner une identité aux personnes et aux peuples. Vous avez compris que plus je vais vers le bas, et plus nous sommes nombreux. Le nombre augmente, les chefs apparaissent, et donc la servitude, et donc l'esclavage. L'esclavage apparaît. Alors l'esclavage existe depuis, en fait, même le Paléolithique. Mais l'explosion de la servitude est vraiment en lien avec le néolithique et l'apparition de l'agriculture. La guerre n'est qu'une conséquence de cette augmentation de démographie et de l'augmentation d'un certain nombre de choses que l'on considère comme des richesses. La guerre qui engendre les massacres, massacres qui favorisent l'apparition de rituels sur les tombes et les cimetières.
Tout ça s'enchaîne dans une logique imparable. La domination masculine, c'est quelque chose qui est purement néolithique. Un certain nombre de peuples du Paléolithique sont plutôt matriarcaux. Et d'ailleurs, certains peuples actuels restent matriarcaux, mais ce sont des chasseurs-cueilleurs bien souvent. La domination masculine commence à se mettre en place à partir du moment où on a mis l'agriculture, l'outillage, la centralisation dans un certain nombre de maisons, villages, villes, cités. Les migrations. Les migrations existent depuis la nuit des temps. Les Sumériens, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les Sumériens qui arrosaient très rapidement, au bout de quelques centaines à milliers d'années, ont arrosé le bord des rivières avec de l'eau. Cette eau, lorsqu'on la verse sur le sol, va s'évaporer pour une bonne partie. Mais cette eau est toujours légèrement salée. Si bien qu'au bout d'un moment, au bout de 1000 ans d'agriculture, on tombe sur un tout petit problème, c'est que le sol est devenu salé. À partir du moment où le sol est devenu salé, il n'y a plus possibilité de faire de l'agriculture. Et donc, qu'ont dû faire les Sumériens? Eh bien, les Sumériens, ils ont dû changer d'activité, mais ils ont dû surtout migrer. Migrer où? Ah bien, une partie de la migration sumérienne a atterri en Europe. Ils ont été supplantés par une autre migration ultérieure, mais il y a toujours eu des migrations. Par contre, faisons la différence entre migration et immigration. En fait, il y a véritablement une immigration qui pose problème à partir du moment où il y a des frontières. Mais les migrations existent depuis la nuit des temps. Et c'est imparable sur ces questions-là. L'apparition des peuples, des ethnies, des nations n'est encore qu'une conséquence au second degré de tout cela. Dès l'instant où vous avez des gens qui sont suffisamment nombreux, qui en plus sont centrés sur des zones, ils forment une communauté. Et une communauté, une ethnie, ne peut se développer que si elle fait la différence avec une autre ethnie. Et c'est là où ça pose problème en termes d'immigration. C'est que ces peuples, évidemment, ont plus de difficultés à se mélanger parce qu'ils ne possèdent pas les mêmes chefs, les mêmes valeurs artistiques, les mêmes dieux. Et effectivement, nous tombons sur ce genre de problème. Mais Jean-Paul Demoule l'explique beaucoup mieux que moi. Je vous réfère à cet auteur. Si maintenant je change d'époque, là nous sommes d'accord, depuis un moment nous étions de 10 000 ans à aujourd'hui. Changeons d'époque. Je vais maintenant aller dans l'Anthropocène très récent, celui d'il y a quelques centaines d'années. Première chose. À l'échelle de la Terre, nous sommes sûrs que nous allons avoir une augmentation de la densité des populations. Nous sommes aujourd'hui un peu moins de 8 milliards. Nous savons de façon sûre que nous serons plus nombreux. Vous dire qu'en 2050, nous serons 8,5 ou 9 milliards, là, on en est à peu près sûr. Mais vous dire qu'en 2100, nous serons 10 milliards, il peut se passer des choses, car effectivement, le monde est incertain. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que en 2050, comme en 2100, nous aurons 1 à 2 milliards de personnes supplémentaires sur Terre. Avec les incertitudes de temps. Peut-être qu'on sera 12 milliards si certaines choses se passent. Peut-être qu'on sera que 8 si d'autres choses se passent. Si je regarde ça, il y a aussi un autre truc qu'il faut bien prendre en compte. Augmentation de la population, mais aussi vieillissement de la population. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tellement le nombre de jeunes qui est important sur Terre, c'est surtout le fait que les gens ont une espérance de vie supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de vieux sur Terre. Et donc, dans 50 ans, notez bien que dans 50 ans, je m'en moque, je ne serai plus là. Mais je parle là pour les jeunes. Vous allez vivre dans un monde où il y aura 10 milliards de personnes vraisemblablement et plein de vieux. Au lieu d'avoir 1 ou 2 milliards de vieux, vous en aurez 4 ou 5. Donc certaines discussions sur les retraites peuvent prendre des aspects quelque peu futiles si on se réfère à cela.
On revient sur les aspects énergétiques, sur les aspects climatiques. Il est évident que nous avons, et j'y reviens dans un instant, modifié totalement le climat, modifié totalement les aspects énergétiques. Mais ne vous inquiétez pas, sur ce qui est du pétrole, c'est du second degré ce que je fais, nous allons tomber en panne de phosphore et d'azote bien avant que nous tombions en panne de pétrole. Vous me dire, oui alors? Ben oui, mais notre agriculture industrielle, capitaliste et libérale, fonctionne sur une agriculture où on fait des forts apports de phosphore et d'azote. Donc de toute façon, nous allons tomber en panne de cela, donc nous allons changer d'agriculture. Vous allez me dire, au fond, c'est peut-être pas si mal. Peut-être. Alors d'autres bombes à retardement sont celles de la pollution par des substances nouvelles. Alors, il y a des substances, on voit qu'elles augmentent. On ne sait pas si elles sont négatives, positives. Toujours est-il que sur la bande, il y en a assurément quelques-unes qui vont nous poser problème dans quelque temps. C'est la raison pour laquelle la sonnette d'alarme a été tirée sur un certain nombre de substances nouvelles, que ce soit des antibiotiques, que ce soit des analogues, un certain nombre de toxiques. Mais ça, vous avez, comme moi, entendu parler de tous ces problèmes de détergents, de défoliants, d'insecticides et autres. Une autre question est celle de l'intégrité de la biodiversité. Prenons l'exemple de la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes et même la diversité génétique des êtres vivants. Même si les chiffres sont critiquables, même s'il faut rester prudent sur le plan scientifique, ce dont on est quand même sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la biodiversité s'écroule, c'est-à-dire que le taux d'extinction d'espèces est à minima 100 à 1000, voire 10 000 fois plus rapide que ça ne l'a été pendant les crises d'extinction du Paléocène, les crises d'extinction, la crise Crétacé-Tertiaire et autres. Donc l'extinction va beaucoup plus vite. Est-ce que ça se voit? La réponse est non. On ne le voit pas, ça passe totalement inaperçu. Ce qui passe beaucoup plus, ce qui nous apparaît beaucoup plus, c'est l'anthropisation des faunes et des flores. Je vais dans une forêt française, j'ai beaucoup plus de chances de voir des chats, des chiens, des rats, c'est-à-dire toutes ces bestioles qui sont liées à l'homme. C'est les bestioles de l'élevage humain qui ont envahi nos forêts. Mais je vais dans une forêt du Congo, j'ai 9 chances sur 10 de voir des vaches sauvages, des chèvres, des chiens errants, et beaucoup moins de chances de voir des antilopes ou des éléphants. En fait, la faune sauvage est en déclin total et elle est remplacée par une faune domestique. C'est peut-être pas grave, mais par contre, on n'a pas de recul sur ce que cela va engendrer. Puis c'est peut-être une question de choix de société aussi, et bien sûr. Donc, anthropisation des flores, des faunes, chute de la biomasse. Ce qui est évident, c'est que chaque fois que vous remplacez une forêt tropicale, je reste sur cet exemple, je pourrais en prendre d'autres, chaque fois que vous remplacez une forêt tropicale par un champ de soja, vous passez de 300 tonnes hectares à 2-3 tonnes hectares. Et donc la biomasse a diminué. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait 1 tératonne de biomasse à l'échelle de la Terre, en fait, les chiffres sont beaucoup plus faibles parce qu'ils s'amenuisent d'année en année au gré de la déforestation. Je vous parlerai un tout petit peu plus loin du basculement vers le numérique et des problèmes que cela peut poser. Le numérique n'est d'ailleurs pas inclus dans les objectifs du développement durable tels qu'ils sont définis. Les objectifs de développement durable datent de 2015, c'est voté ONU, UNESCO. On s'est engagé à avoir un certain nombre d'actions concrètes sur les 17 ODD. Les ODD, c'est donc le développement durable, c'est l'ensemble des 17 ODD. Ce n'est donc pas uniquement la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou aquatique, ou les changements climatiques, ou la gestion de l'eau. Non, les ODD, c'est l'ensemble des thématiques des 17 ODD.
c'est-à-dire la pauvreté, la faim zéro, le santé et bien-être, l'égalité entre les sexes, pour n'en citer que quelques-uns. Si vous trouvez quelqu'un qui dit « je ne suis pas concerné par les ODD », ça veut dire qu'il vit sur Mars. Parce qu'effectivement, je ne vois pas comment quelqu'un qui, du moins, a un minimum de citoyenneté, pourrait envisager de ne pas se sentir concerné par ces questions-là. Mais je ne vais prendre qu'un exemple, car tout ceci sera très largement développé dans d'autres vidéos beaucoup plus complètes. Prenons un exemple concret. Je veux sauver le gorille en République démocratique du Congo. Pour sauver le gorille, la principale cause d'extinction des gorilles, c'est d'une part la déforestation, d'autre part le braconnage. Il me faut éviter le braconnage. Mais si je prends une personne de cette zone du Congo où il y a les gorilles, c'est-à-dire le Kivu, là où d'ailleurs, tout à l'heure je vous montrais, on extrayait le coltan de nos téléphones portables, le salaire moyen des personnes est aux alentours de 25 €. Nous sommes dans un état de très grande pauvreté. Comment voulez-vous que des gens qui vivent dans un état de précarité totale ne soient pas tentés, entre guillemets, de vendre les gorilles qui vivent à leur contact, ou du moins d'en tirer profit? Surtout si vous savez que quand vous avez une personne qui veut venir tirer un gorille, il pourra donner quelques centaines, rarement quelques milliers, non, mais quelques centaines d'euros au guide qui va l'avoir amené à l'endroit où est le gorille. Et donc effectivement, on ne résoudra jamais un problème de biodiversité si on ne résout pas simultanément un problème de pauvreté. Et j'aurais pu vous prendre évidemment plein d'exemples sur leur relation à la condition féminine, etc. En fait, les ODD nous apprennent quoi? Que le développement durable est beaucoup plus large, que le développement durable reprend l'ensemble de toutes les thématiques possibles et imaginables, on reviendra sur la numérisation, qu'on ne peut pas traiter un sujet sans traiter un autre sujet, parce que tous ces sujets sont totalement interconnectés. Et en fait, ça va être là que va être la complexité pour aborder cet anthropocène récent. Sur ces graphiques, je voudrais qu'on pointe un certain nombre de changements en anthropocène. J'ai extrait de ce petit ouvrage quelques graphiques, juste 6 graphiques pour donner à voir. L'extraction des matières premières, qu'elles soient biomasse, qu'elles soient énergie, l'extraction n'a cessé d'augmenter. Je me situe à une échelle d'une centaine d'années. Les matières premières ont augmenté. L'énergie consommée a augmenté. Les gaz à effet de serre rejetés ont augmenté, toujours dans les mêmes proportions. La production de déchets ménagers a aussi explosé. Le transport maritime, j'ai pris celui-là, j'aurais pu en prendre un autre, a lui aussi explosé. La circulation numérique, c'est-à-dire le nombre d'octets, a aussi augmenté. En fait, tout ce que l'on consomme a augmenté en raison de la démographie, en raison aussi de nos modes de consommation, il ne faut pas s'en cacher. Certains phénomènes sont irréversibles. Lorsque vous extrayez des matières premières minérales dans la lithosphère, vous savez que de toute façon, vous ne les remettrez pas. Lorsque vous consommez des énergies fossiles, vous savez que vous ne les remettrez pas. Lorsque vous dégagez des gaz à effet de serre, vous savez qu'à une échelle humaine, ça ne diminuera pas. Oh, ils vont bien finir par diminuer ces gaz à effet de serre, mais il leur faudra quelques centaines d'années. Les déchets, se pose la question de savoir si on les enfouit, les fait disparaître, etc. Le transport maritime, effectivement, on peut changer certaines choses. Ce que je veux dire par là, c'est que certains phénomènes sont d'évidence irréversibles. D'autre part, je ne suis pas en mesure de vous dire si dans les années qui viennent, je vais avoir un pic, ou je vais avoir quelque chose qui va stagner, ou je vais avoir quelque chose qui va même diminuer. Ça dépend de toutes les incertitudes. Quel changement en anthropocène? Je dois donc tenir compte impérativement des incertitudes du futur et de l'imprévisibilité des phénomènes. Personne n'avait prévu la crise du Covid.
ou du moins certains l'avaient prévu, mais on ne l'avait pas anticipé correctement. Si maintenant, je prends un deuxième aspect, vous aurez parfois, par certains médias, voire par certains politiques, des chiffres qui vont vous être annoncés en vous disant qu'un Français moyen, ça consomme 3 à 4 tonnes de CO2. Certains autres chiffres vous donnent 7 tonnes. Je crois qu'il faut qu'on soit honnête. Si nous prétendons être éducateurs, nous ne pouvons pas ne pas donner la vérité. Je vais prendre là-dessus, tout ceci sera développé dans une vidéo beaucoup plus précise. Je prends juste l'exemple de la voiture. Vous, parce que ça c'est le français moyen, nous émettons 2 tonnes de carbone par nos voitures. Est-ce que ça veut dire que vous allez mettre 2 tonnes de fuel dans vos réservoirs? Non! Il faut considérer que là, il y a la voiture qui roule et il y a la consommation de la voiture. Je vous prends un exemple. Pour produire une Twingo, il faut plusieurs tonnes de pétrole. On va parfois mettre plus d'énergie pour bâtir, fabriquer la voiture que pour la faire rouler. C'est pour ça que parfois c'est complètement idiot de vouloir programmer l'obsolescence d'une voiture alors qu'elle n'a pas assez roulé. Et de vouloir produire des voitures neuves, vous comprenez bien que là il y a un problème de greenwashing et un problème de manipulation. Donc les voitures, il faut prendre les voitures dans l'intégralité du process. C'est-à-dire de la production de la voiture, de la consommation de la voiture, jusqu'à sa destruction, voire son recyclage. Si je prends l'exemple des ordures ménagères, de l'assainissement de l'eau, etc., ça consomme quand même 1,7 tonnes par an et par personne. Et là aussi, il ne faut pas considérer, si je prends le chauffage, il ne faut pas uniquement considérer la cuve à fioul ou son équivalent en gaz ou équivalent. Il faut aussi considérer qu'il y a ce que l'on met pour faire fonctionner notre chauffage, mais il y a aussi tout le poids de l'isolation des maisons, de la rénovation des maisons et de tous ces phénomènes. Et effectivement, si on commence par considérer que la voiture, ce n'est pas 1 tonne 9, mais c'est 700 litres de fuel qu'on met, bien sûr qu'on sous-estime ces productions. Si on considère qu'une Toyota est fabriquée en Asie et qu'en fait on l'extrait de notre budget énergétique, mais là nous sommes des malhonnêtes. Parce que si nous utilisons une voiture, nous devons prendre en compte le fait que cette voiture, la tonne qui a été consacrée à sa production, c'est nous qui l'avons générée. Donc, et pas le pays qui l'a produite. Je prends un dernier exemple. Achat, usage du numérique. Vous voyez que, contrairement à ce qu'on écoute parfois, c'est quand même pratiquement 1 tonne 2 par personne. C'est quoi ce 1 tonne 2? C'est l'usage d'Internet, c'est aussi l'usage du numérique dans toutes ses dimensions. Prenons un exemple. L'ancien que je suis va regarder TF1. D'accord, je vais m'enquiquiner, je vais me raser. C'est peut-être pas la télé que j'aurais aimé. Un jeune va éventuellement aller regarder Netflix. Sauf que moi, quand je m'ennuie en regardant TF1, je suis à quelques dizaines de grammes de carbone par heure. Quand quelqu'un regarde une merveilleuse série sur Netflix, il peut être à quelques centaines, pas dizaines, centaines de grammes de carbone, voire même parfois, sur certaines séries, pratiquement à 1 kilo/heure. C'est-à-dire que globalement, il faut vraiment se méfier. Parce que les usages du numérique qu'on a peuvent être extrêmement variés. Vous envoyez... d'abord, une remarque. La moitié de ce qui circule en termes d'octets sur la Terre, on va dire les choses, c'est fondamentalement, on va dire, du porno et de la publicité. Il y a peut-être des choses qui pourraient se résoudre par d'autres méthodes. Si maintenant je regarde, pour être très concret, pour analyser ça, ceux qui consomment le plus, on va le dire, c'est pas trop les anciens, c'est tout autant les jeunes, qui peuvent monter à 3 tonnes.
c'est l'effet Netflix, c'est aussi d'autres choses. Typiquement quelque chose qui peut consommer chez une personne qui utilise le numérique, qui peut consommer jusqu'à plusieurs centaines de grammes par jour, c'est l'état de sa boîte mail. Lorsqu'on a une boîte mail qui est saturée avec des gigas et des gigaoctets, ces octets sont sur des serveurs et ces serveurs, il faut les gérer et les refroidir. On a donc effectivement un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a des petits gestes tout simples qui ne sont pas des petits gestes, parce que vous allez vous casser la tête à marcher à pied pour économiser quelques litres de fuel, et vous allez par ailleurs dépenser 5 fois plus par le numérique. Donc il faut aussi avoir une cohérence d'ensemble. Je donne un exemple aussi. La moitié de l'information qui circule, on va dire c'est du porno et de la publicité. L'autre moitié, c'est des messages qui sont, on va dire, très intéressants. Alors, il y a Netflix, bien sûr, pardon, j'ai oublié la deuxième moitié. L'autre, moitié de moitié, parce que c'est moitié de moitié de moitié. L'autre moitié de moitié de moitié, c'est toutes ces discussions fondamentales que vous avez lorsque vous vous envoyez des SMS ou lorsqu'on s'envoie des mails chat. C'est tous les réseaux sociaux. Tu es bien arrivé? Oui, je t'envoie une photo. Oui, c'est bon. La photo, elle va faire tant de kilooctets et elle va coûter 35 grammes. Je t'envoie une vidéo passionnante de telle ou telle chose. Et donc, en fait, on ne se rend pas compte que tous ces petits gestes finissent par faire des sommes totalement colossales. Et pour faire simple, un étudiant consomme vachement plus ici en termes de numérique qu'une personne plus ancienne comme moi. Bien sûr, il va moins consommer là, mais il consommera plus là. Donc vous voyez que globalement, c'est vraiment en moyenne sur l'ensemble de la population. Nous avons un devoir de vérité. Nous n'avons pas le droit de donner des chiffres faux en laissant croire aux Français qu'on émet 6-7 tonnes. Non, c'est totalement faux. Nous émettons 11 ou 12 tonnes en intégrant bien l'énergie grise dont je vous ai parlé il y a un instant. L'énergie grise, c'est l'énergie que l'on utilise pour produire un bien. Pour produire une Twingo, plusieurs tonnes de fuel sont nécessaires. Si j'utilise ma Twingo pendant 5 ans, ça veut dire que ces 6 tonnes de fuel nécessaires pour produire la Twingo, je vais devoir effectivement les intégrer dans mon bilan énergétique. Si vous connaissez Lewis Carroll pour Alice au Pays des Merveilles, vous le connaissez peut-être pour l'autre conte de l'autre côté du miroir. Le texte est là, je le fais simplement vivre. Vous avez Alice qui avance et qui est très surprise parce que ce qu'elle a sur le côté, ça ne bouge pas. En fait, en même temps qu'elle avance, l'écran avance. C'est l'image de l'autre côté du miroir. Vous avez peut-être déjà éprouvé ça quand vous êtes dans un train. Votre train avance à 5 km/h, il avance bien, et le train d'à côté avance à 10 km/h. Et vous avez l'impression que vous reculez. Et en fait, cette métaphore est la métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. Le monde avance, j'avance, mais en fait, j'avance bien souvent moins vite que le monde. Et c'est la métaphore de la Reine Rouge. Si tu vas trop lentement, tu recules. Et donc, si tu veux avancer, tu vas être obligé de courir. Mais si tu cours, tu vas modifier le monde. Plus le monde change, c'est-à-dire plus l'écran avance vite, plus toi, tu vas avancer vite. Mais plus tu vas avancer vite, plus tu vas changer le monde. Et vous avez compris qu'on est dans une espèce de course schizophrénique à la course à la vitesse. Effectivement, il y a un moment, il faudrait arriver à se calmer, à se poser. On va trop lentement dans ton pays, dit la Reine Rouge. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si tu veux te déplacer, tu dois courir au moins 2 fois plus vite. C'est effectivement une métaphore terrible. Vous allez prendre totalement au second degré ce que je vais dire là. Il était un temps où l'homme blanc
vivaient dans des plantations de canne à sucre, heureusement pas tous les hommes blancs, mais vivaient de l'esclavage. On avait inventé un truc extraordinaire, le sucre. Le sucre est quelque chose qui est sucré, et le sucré provoque l'addiction. Donc à partir du moment où on consomme du sucre, nous rentrons dans un cercle d'addiction. Plus nous consommons de sucre, plus nous sommes addicts et plus nous en avons besoin. Mais on ne voulait pas que les Européens blancs du Nord le payent trop cher, d'où l'invention d'un retour à l'esclavage, d'un esclavage dit moderne, pour autant que ce terme soit cohérent, c'est-à-dire l'exploitation d'esclaves dans les plantations de canne à sucre. Ça, c'était facile à comprendre, parce qu'on savait que pour produire 1 kilo de sucre, on avait besoin de tant d'esclaves. C'est amoral ce que je dis, hein, on est d'accord. C'est amoral mais compréhensible. À partir d'un moment, on est passé, rappelez-vous ce que je disais sur les Sumériens, du moment où on a une bêche, on va bêcher le sol, au moment où on va utiliser une charrue. Ça, c'est l'image, c'est Jancovici. Je recite Jancovici là-dessus. C'est le moment où on est passé de l'outil individuel à la charrue. Comprenez bien ce qui se passe. Quand vous avez une charrue, c'est tiré, alors pas tiré par les 6 balaises qui sont là, mais tiré par un animal, vous avez gagné du temps. Parce que vous avez l'équivalent de 6 bestiaux qui tirent. Vous allez 6 fois plus vite que si vous étiez à la pioche. Et donc vous êtes 6 fois plus efficace. Vous allez 6 fois plus vite, c'est 6 fois plus efficace. Prenons la métaphore que donne Jancovici dans cet excellent ouvrage. Il va faire l'équivalent entre le travail et l'effort physique. Quand moi, je travaille sur mes mollets, je vais dégager une puissance de 100 watts. Imaginons un instant que je monte un col de 4000 mètres et que j'ai 10 heures pour les monter. Je monte donc à une vitesse donnée ce col, de quelque catégorie que ce soit. Si je prends un mixeur pour faire une soupe ou n'importe quoi, en fait, le temps que je fasse bzoup, c'est l'énergie de 4 cyclistes. Si je fais broum pendant 3 minutes, ça veut dire que c'est l'énergie que développent ces 4 cyclistes pour monter un col de première catégorie. J'espère que ça commence à se mettre en place d'un point de vue équivalent énergétique. Si je passe aspirateur, c'est l'équivalent de 10 cyclistes pendant tout le temps où je passe l'aspirateur. Bon, ce serait pénible d'avoir 10 cyclistes derrière soi quand on passe l'aspirateur. Mais c'est uniquement la métaphore. Je prends l'ascenseur. Si je prends l'ascenseur, pendant tout le temps où je prends l'ascenseur, c'est le peloton. C'est-à-dire la force des mollets de ces cyclistes qui montent le haut du col. Et là, on comprend mieux qu'on a complètement désynchronisé le travail produit avec l'énergie et le temps passé. On passe beaucoup moins de temps, mais l'énergie produite n'a plus rien à voir. Entre le moment où vous utilisiez une pelle, le moment où vous étiez porté, le moment où vous étiez tiré, où vous tirez des esclaves, et le moment où vous passez à un tracteur, ça fait du 60 kW. C'est-à-dire que, comprenez bien que soit vous avez le tracteur qui avance, soit c'est l'équivalent de pratiquement 700 personnes qui font le travail pour pousser. Ça va pour l'image? Un tracteur qui avance, 700 personnes. Si vous prenez une pelleteuse, à la place de la pelle, c'est 10 000 personnes. Donc d'accord, une pelleteuse, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais en fait, on a ce que l'on va appeler des esclaves, pour revenir à cette notion, c'est-à-dire on va convertir ça en nombre de personnes nécessaires pour produire le même travail par rapport à un travail mécanique. Je vous donne un dernier exemple.
Tout ça, c'est très bien présenté dans l'ouvrage de Jean Covici. Si vous prenez une fonderie qui va produire des matériaux de type aluminium ou peu importe, et qui va produire, mettons des gouttières. Pendant le quart d'heure où la fonderie marche, qu'elle produit les gouttières, c'est comme si on avait les 2 millions de personnes de l'Oise, du département de l'Oise, qui soient en train de travailler mécaniquement. Vous vous rendez compte que par rapport à la mécanisation, nous avons complètement désynchronisé. Produire les gouttières, c'est faire travailler tous les gens d'un département pendant le temps de la production de ces gouttières. Et il en va de même pour absolument tout. C'est la notion d'esclave énergétique. Si on regarde, franchement, en toute honnêteté, ce que cela coûte de prendre un ascenseur, peut-être qu'on peut se dire que l'on pourrait éventuellement monter à pied. Parce que d'un point de vue consommation énergétique, ce n'est pas la même chose. Peut-être aussi qu'on pourrait envisager de regarder pas ou moins Netflix pour regarder quelque chose qui soit moins énergivore. Comment ça s'est passé à l'échelle de l'énergie? Alors bien sûr, nous avons eu une diminution entre 1800 et actuellement de la consommation du bois. Ça a été remplacé par le charbon, un peu mieux que remplacé. Par contre, quand on raisonne sur le pétrole ou sur le gaz, ce n'est pas un remplacement du bois par le charbon, c'est une énergie supplémentaire, pétrole, gaz, qui s'est surimposée. Et donc là, non seulement c'est plus la même consommation, mais en plus nous augmentons la consommation. Alors vous allez me dire, oui, on est plus nombreux. Vrai. Vous allez me dire, oui, mais notre niveau de vie s'est amélioré. Vrai pour partie. Globalement, ce que l'on peut retenir de cela, c'est que nous avons des dépenses énergétiques qui ont explosé simplement du fait de la mécanisation. Je pourrais vous prendre exactement la même démonstration sur le plan des énergies numériques, du moins de la numérisation. Une dernière image qu'on doit toujours à Jean Covici. Comme on travaille moins, comme on travaille moins, je vous rappelle quand même un petit fait. Quand on était au Paléolithique, on travaillait 2-3 heures par jour. Quand on est rentré au Néolithique, on travaillait 10-12 heures par jour. Aujourd'hui, on continue de travailler beaucoup. Et en fait, on s'est fait avoir, parce qu'on aurait dû réduire notre temps de travail. C'est implacable. Et en fait, on n'a pas réduit notre temps de travail. On travaille toujours plus en exploitant toujours plus. Et les gens, les personnes et l'environnement, pour gagner du temps pour partir en vacances. Ce serait une bonne idée. Mais je vais prendre l'exemple d'un type. À 18 ans, c'est vrai que je partais en tente. Je consommais, à cette époque-là, à peu près 80 kg de CO2 par semaine avec mes 3 potes. Un peu plus tard, quand je suis parti en vacances, en caravane, voire en camping-car, j'ai consommé entre 120 et 180 kg de CO2 pour 4 personnes pendant une semaine. Si je vais dans une résidence secondaire, je vais encore doubler ma consommation. Si je vais au sport d'hiver, je vais la quadrupler. Si je vais à Marrakech, si je me fais un petit Marrakech-Clermont, puisque je suis de Clermont, je vais payer le billet, parfois même une 50aine d'euros, moins que pour aller à Marseille ou moins que pour aller à Paris. Par contre, sur place, je vais consommer pratiquement 1 tonne de CO2 par semaine. C'est-à-dire que mon pouvoir de nuisance va même s'être étendu à mes vacances. Et alors là, on a perdu le lien entre le temps du travail, le temps du déplacement, de l'espace. Évidemment, avec Internet, la simultanéité, avec des déplacements en TGV,
Notez bien que je suis clermontois, donc le TGV, je ne connais pas. Les trains Clermont-Paris mettent 3h30 à 10h, ce qui nous amène à une certaine vision philosophique. Mais notre civilisation de la rapidité, de l'instant immédiat, fait que nous sommes plongés dans ces abîmes-là. Alors, il ne faut pas regarder quand même que des côtés négatifs. Oui, notre espérance de vie a augmenté. Oui, nos biens de consommation ont augmenté. Oui, nos salaires ont augmenté. Oui, c'est vrai. Mais ça se fait au détriment d'un certain nombre de points. Donc, tout n'est pas négatif, on est bien d'accord. Voilà. Si maintenant je m'intéresse à la vie de mon portable. Pour fabriquer mon portable, j'ai besoin de 70 matériaux différents et 70 kilos de matières premières, qui, pour plus de la moitié, sont extraites directement du sol. C'est le coltan dont je vous parlais, par exemple, tout à l'heure. Ceci, bien sûr, fait des trous, mais engendre aussi une misère. Là, c'est une mine de coltan en République démocratique du Congo, où j'ai effectivement des gamins dans un état de pauvreté plus qu'extrême, qui sont en train d'essayer de chercher des petits morceaux de coltan perdus par ce qui est tombé des camions. Mais globalement, nous sommes dans un état de précarité totale. Alors bien sûr, nos ustensiles ont une durée de vie limitée. Ils ont une durée de vie limitée, c'est effectivement cette question du fait que la majeure partie de nos appareils ont une durée de vie limitée. Mais ne vous inquiétez pas, pardon, c'est du second degré, ne vous inquiétez pas, tous les déchets, on ne les garde pas, on les expédie essentiellement en Asie. Donc on ne les voit pas, donc on a oublié. Maintenant, je vais prendre un autre point de vue. C'est le point de vue du jeune, très légèrement accro à l'écran. Si je regarde ce jeune accro aux écrans, rappelez-vous, il fait, je reviens, il va consommer 1 tonne d'œufs en moyenne, mais en fait, il va en consommer plus. Il va en consommer bien souvent, il va en consommer aux alentours de 2-3 tonnes. Si même je lui accorde le fait qu'il consomme 1,5 tonne, un baril de pétrole, c'est 159 litres. Pour qu'un jeune se rende compte de ce qu'il consomme réellement, il faudrait qu'il aligne les barils de pétrole au fur et à mesure où il les a consommés. Et effectivement, ça ne tient plus dans une chambre d'étudiant. Parce qu'effectivement, vous avez 8 gros barils à mettre à côté de l'ordinateur qui est tout petit. En fait, on ne se rend pas compte. Et c'est ce que j'ai mis ici. On ne se représente pas le poids des choses. Et donc nous avons un devoir, nous en tant qu'éducateurs, c'est de faire en sorte que les gens se représentent. Si on ne se représente pas, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Allons un tout petit peu plus loin pour faire quand même une distinction. Depuis un moment, je suis anxiogène, je suis sinistre, je suis en train de vous donner mauvaise conscience. Et ce n'est pas mon but. Mon but est de vous dire, petit 1, on doit dire la vérité. Oui, je sais, cette vérité, elle est anxiogène. Et plus encore si on s'adresse à des gens jeunes. Maintenant, je suis en train de vous parler de besoins. Est-ce que nous avons besoin de ça? L'obsolescence programmée, c'est en fait créer du besoin. Est-ce que j'ai besoin de mon téléphone portable? Je vous l'avoue, je suis le premier à le dire. Au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Mais comme je ne pourrais pas me passer d'électricité. Rappelez-vous que lorsque la fée électricité est arrivée dans les foyers, on a eu des gens qui s'opposaient à la venue de l'électricité dans les foyers en disant que ça allait déstructurer les familles. Donc, je ne suis pas là en train de vous dire « attention, ne faites que ce dont vous avez besoin. Vous avez aussi besoin de prendre du plaisir. » Et en fait, vous ne vivez pas que pour vos besoins, vous vivez aussi pour vos envies.
Simplement, la question se pose de savoir, est-ce qu'on peut satisfaire à toutes nos envies? Ou est-ce qu'on peut éventuellement se réguler un peu? Dans la société, vous allez tomber sur plusieurs cadres de lecture. Vous avez des gens qui seront indifférents à la réalité des choses. Vous avez des gens qui seront dans la croyance d'un monde illimité. Vous avez des gens qui seront messianiques, c'est-à-dire qu'ils vont toujours penser qu'il y aura un grand sauveur qui va venir mettre de l'ordre. En général, ces gens-là sont dangereux. Vous avez aussi le providentialisme, c'est-à-dire la croyance d'une puissance supérieure, parfois divine, qui gouverne le monde, veille le destin des individus. Mais attendez, en France, l'État-providence, à la fin de la guerre de 39-45, c'était « je donne à manger à tout le monde, je donne de l'eau potable à tout le monde, je donne de l'électricité à tout le monde et je nourris intellectuellement tout le monde ». C'était l'État-providence. Bon, oui, d'accord. Bien sûr, l'État-providence, on voit qu'on n'a plus les moyens en France. Mais le déclinisme, le français est souvent sinistre, à savoir qu'il se plaint de tout, et même quand il a un petit rien, il trouve que c'est pas assez. Alors bien sûr, on peut pas le prendre comme ça. Maintenant, je vous prends en moi une mauvaise métaphore. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'esclavage vis-à-vis du sucre. L'invention du sucre, l'invention de l'esclavage ou de l'industrialisation de l'esclavage pour produire du sucre à bon marché. Et même quand on a aboli l'esclavage, l'esclavage industriel avec des gens qui sont considérés au final comme des esclaves de par simplement la paye et la considération qu'on leur accorde. Effectivement, je préfère être un tout petit peu décliniste, mais ne pas être un pays qui vit de l'exploitation d'un certain nombre de colonies. Convivialisme, djihadisme, on pourrait y revenir. Je vais vous raconter, pour changer un peu d'atmosphère, une plus jolie histoire. Justine et la pierre de feu, Marcus Pfister. Je ne vais pas vous lire ça dans les moindres détails, c'est un conte qui est fait pour les enfants. Seule, au beau milieu de l'océan, se dressait jadis une petite île. Ça faisait des milliers d'années que vaillamment elle résistait aux vagues. Là, au creux des falaises, vivait Justine et bien d'autres souris. Cette île aux rocheux était leur seule richesse. C'est lui qui les abritait, les nourrissait, les protégeait chaque jour, chaque nuit. Et donc nos souris vivaient en toute apparence heureuses. Elles travaillaient peu, comme les chasseurs, cueilleurs, je rajouterais presque glandeurs. Elles vivaient à leur rythme. Et puis un jour, c'est la tuile. Justine tombe sur un truc qui semble avoir de la valeur, c'est-à-dire une pierre de feu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ramener cette pierre de feu dans sa grotte. Les autres souris viennent voir parce que ça brille, c'est chaud. Alors il y a Barnabé. Barnabé, c'est le vieux, la vieille souris. Le ronchon qui dit « Mes amis, n'oubliez jamais que ces merveilleuses pierres de feu appartiennent à la terre. Nous ne pouvons pas les prendre sans lui donner quelque chose en retour. » Alors Justine cogite. Et là, le livret se sépare en deux. Il y a les feuilles du haut qui vont raconter le scénario A et il y a les feuilles du bas qui vont raconter le scénario B. Je commence par le scénario A. Justine pense à ce que disait Barnabé et elle dit « Bon, moi, avec mes copines, je vais fabriquer un objet. » Ah, ils y passent du temps, des heures et des heures, pour fabriquer un petit objet qu'elle va rendre à la terre en l'enfouissant. Elle a donc passé du temps en remplacement de ce que lui a amené la pierre de feu et donc la terre. Et puis, elle va inviter les autres souris à partager les pierres de feu. Et les pierres de feu seront ramenées dans un espace commun et partagées dans un espace commun. Et nos souris vont effectivement faire une procession pour dire merci à la terre qui leur a apporté ces pierres de feu, qui ont apporté un confort, la lumière, la chaleur, l'augmentation de la lumière le soir. C'est la fée électricité, c'est tout. Si maintenant je passe dans le scénario B, les souris vont aller dans la grotte, là où effectivement Justine avait trouvé sa pierre de feu.
elles vont se saisir des pierres, elles vont prendre les plus grosses, elles vont les ramener et elles vont aller creuser des galeries partout. Parce que très rapidement, elles vont accumuler des pierres de feu. Est-ce qu'elles en ont besoin? Non, elles en ont juste envie. Et progressivement, elles vont creuser, 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 et elles vont miner complètement l'îlot. C'est du gruyère. Et donc, que va faire notre îlot? Au bout d'un moment, il va purement et simplement s'écrouler. Vous avez, je pense, tout de suite compris la métaphore. L'îlot va s'écrouler. Moralité. Vous préférez le scénario A ou vous préférez le scénario B? Vous allez tous me dire, nous préférons évidemment le scénario A, mais c'est le scénario B qui est le plus courant. Nous sommes plutôt dans un monde où on va extraire tout. On va profiter. Vous avez compris que les pierres de feu, c'est la métaphore de la possession, c'est la métaphore des ressources. Que celles-ci soient alimentaires, minérales, que ce soit de la nourriture, peu importe, c'est la métaphore de ce qui est produit, consommé. Et effectivement, nous sommes peut-être plus près d'un scénario B que d'un scénario A. Maintenant, quel est l'enjeu pédagogique? L'enjeu pédagogique, c'est justement de faire en sorte que nous ne soyons pas sur un scénario B, ni forcément sur un scénario A, parce qu'on peut aussi prendre du plaisir, mais que nous soyons sur des scénarios. Mais au moins, si on est sur un scénario, on doit le savoir. C'est Justine et la pierre de feu, c'est pas du tout un conte uniquement pour enfants, puisqu'on forme effectivement les grands enfants avec Justine, c'est-à-dire des gens, y compris des enseignants adultes et des gens des collectivités territoriales. Donc non, ce n'est pas uniquement un conte pour enfants. Je vais me rapporter en rendant grâce à Laura et Lorraine, qui étaient deux étudiantes que j'avais l'année passée, qui faisaient leur mémoire professionnelle de master MEF, premier degré, sur les questions d'éducation au développement durable. Elles ont tout de suite compris que Justine, ça ne serait pas pour elles, simplement parce qu'elles avaient des gamins qui étaient de maternelle et dont plusieurs sont allophones. Alors elles ont essayé d'utiliser des outils existants, et puis un beau jour elles ont décidé de passer à l'acte, c'est-à-dire de créer leur propre outil. Je vous lis leur récit. Dans la colline aux pissenlits vit une tribu de cochons d'Inde. Petits et grands adorent manger des pissenlits. Ils n'ont donc jamais faim, puisqu'ils vivent sur la colline aux pissenlits. C'est leur plat favori. Tous en mangent, à chaque repas, matin, midi, soir, des pissenlits toute la journée. Pourquoi ? Parce que le vieux cochon d'Inde de la tribu pensait que les pissenlits permettaient de vivre sans jamais tomber malade. Comme quoi tous les vieux disent pas que des choses forcément très intelligentes. Alors toute la tribu s'est mise à en manger. Et les cochons d'Inde, ils n'avaient même pas besoin de planter, puisque la nature les faisait pousser. Ils pensaient que ça durerait toujours. Mais au fil des années, le nombre de pissenlits diminua de plus en plus. Et les cochons d'Inde continuèrent d'en manger. Puisque le vieux cochon d'Inde leur a dit que c'était ça la source de la santé. Alors Basile d'Indonou, c'est le héros, se rend sur la colline pour cueillir des pissenlits un beau matin. Et là, surprise, il n'y a plus de pissenlits. Ils pensent que la tribu est menacée et qu'ils n'auront bientôt plus rien à manger. Ils convoquent tout le monde. Tout le monde arrive de partout. En chemin, ils trouvent un pissenlit. C'est le dernier. C'est le dernier pissenlit. Alors tous se mettent à débattre sur le devenir de ce dernier pissenlit. Certains proposent de le manger. D'autres essayent de trouver des solutions pour le protéger. D'autres disent, mais de toute façon, on n'y peut rien. C'est la nature qui nous punit parce qu'on avait trop mangé. Alors on n'y peut rien. Mais de toute façon, pendant qu'ils parlent, il y a Grignotin. Grignotin, vous avez deviné, c'est le cochon d'Inde un peu gourmand. Il ne peut pas résister. Crac, il mange le dernier pissenlit. Pendant que les autres parlent, ils mangent le dernier pissenlit. Vous avez compris la métaphore, je pense. Ils le dévorent d'un seul coup. Depuis, les cochons d'Inde n'ont plus jamais mangé de pissenlit. Et à partir de là, on rentre dans le pédagogique, je m'explique. C'est là que travaille le travail pédagogique avec les classes.
la question se pose de savoir, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir des enfants qui vont dire, eh ben on va mourir de faim, on va migrer, on va se battre pour se partager des ressources qu'on n'a pas. Puis vous avez des gens un peu plus créatifs qui vont dire, au lieu de prendre les gloires du passé, ce qui s'est fait par le passé, on va changer de nourriture. C'est déjà un niveau 2, mais ça nécessite d'avoir de la créativité. C'est d'ailleurs sur cette question-là que Laura et Lorraine travaillaient. Elles articulaient la vision critique avec la créativité et la vision prospective du monde. Et effectivement, certains gamins auront envisagé certains modes de changement. Et puis, il y a quelques élèves qui ont quand même pointé du doigt que si on prenait autre chose à manger et qu'on le mangeait exactement comme les pissenlits, ça referait la même chose, esprit critique. En fait, vous l'avez compris, je pense, par rapport à ces questions-là, il convient de trouver des outils pour parler de situations qui sont graves, anxiogènes, mais en déplaçant le problème. Je passe sur leur analyse, pourtant très intéressante, c'est l'analyse de ce dont on est sûr et des croyances. Alors si vous avez, vous, à mettre en place une telle situation, eh bien, je pourrais vous proposer de raconter ce que sera dans 20 ans le petit ruisseau que vous avez en bas de chez vous, le petit bosquet, le village de votre enfance, la rue dans laquelle vous avez vécu lorsque vous étiez enfant. En fait, n'importe quel truc qui corresponde à quelque chose qui vous tienne à cœur. Vous allez pouvoir le faire sous forme d'un récit ou de différents types de récits, d'un dessin. Vous allez aussi pouvoir le faire sous forme d'une dictée à l'adulte si vous avez des gens qui ne savent pas écrire. Et vous allez obtenir une richesse colossale. Là, vous êtes en train de faire de la prospective, c'est-à-dire pas de la perspective où on continue comme avant, mais faire de la prospective, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va se passer et on a plusieurs solutions. Et effectivement, le récit prospectif est un outil magnifique. Par contre, si vous leur demandez à quoi va ressembler ce petit coin de paradis, non pas en fonction, dans 20 ans, c'est-à-dire pour leurs enfants, mais pour leurs petits-enfants dans 50 ans. Là, on va tomber sur un problème, c'est que la majeure partie des gens, adultes comme enfants, auront beaucoup plus de mal à raconter cette histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne se la représentent pas. Et en fait, pour que les gens puissent se représenter ça, eh bien, il va falloir arrêter de ne parler que du passé. Il va falloir aussi apprendre à parler de l'avenir et faire des cours de véritable prospective avec toute la créativité et l'esprit critique qui lui sied. Je vais faire le lien avec plusieurs auteurs. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de Sébastien Breuer, Le bug humain. Lorsque nous prenons des décisions, nous avons, d'un point de vue neurocérébral, un cortex préfrontal et nous avons un système striatum, hippocampe, etc. Et nous croyons toujours que nos décisions, nous les prenons à l'aide du préfrontal. Ce n'est pas vrai. La majeure partie des décisions que nous prenons sont des décisions automatiques. Une bonne partie de nos décisions sont des décisions qui sont prises sous le coup des émotions. Et donc, de cela, on doit comprendre que si on croit qu'on va faire changer les personnes uniquement en agissant sur la raison, avec des démarches extrêmement argumentées, eh bien, on se plante complètement. Parce que, en fait, ceci n'est responsable que d'une partie du changement. D'ailleurs, Sébastien Breuer a été même un peu plus loin. Je vous le fais en 15 secondes. Human Psycho. Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète. Comment 10% de personnes qui sont effectivement des psychopathes ont réussi à prendre le pouvoir sur la planète pour la transformer comme elle est aujourd'hui. D'autres auteurs, c'est pourquoi détruit-on la planète? En fait, toutes ces questions-là sont chez les psychologues, sociologues, anthropologues. Mais ce que je veux vous dire, moi, c'est
On ne peut pas uniquement travailler avec le frontal et la raison, on doit travailler aussi avec le striatum et la passion. Et ça va changer complètement ce que l'on va faire. Le test du marshmallow, c'est vieux, 1950. Vous demandez à un gamin, vous posez un marshmallow, vous posez un chamallow devant un gamin, un bonbon, et vous lui dites, si tu attends 3 minutes, tu en recevras un deuxième. Mais pour un gamin de quelques années, c'est trop long, 3 minutes. Et 80% des gamins vont avoir chopé le chamallow, le marshmallow, au bout de moins d'une minute et l'auront mangé. Et pourtant, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ils n'ont pas peur qu'un autre vienne leur prendre. Donc, c'est pas comme le gars du Paléolithique. Qui avait peur de toutes les bestioles et autres. Non, non, ça veut dire qu'effectivement, ils sont victimes de leur striatum qui leur conseille de faire quoi? De manger tout de suite ce qui est là, parce qu'on ne sait pas si dans la minute d'après, on l'aura toujours. C'est la raison pour laquelle je vous invite à pousser les gamins à résister à l'appel du présent, à avoir confiance dans l'avenir, à être patient. Ce que je dis sur les enfants, c'est aussi évidemment valable sur les parents et les grands-enfants. En fait, il faut qu'on apprenne à être patient, à ne pas avoir tout de suite. Quelque chose que vous connaissez probablement par ailleurs, c'est tous les biais de décision et tous les biais de jugement. Comprenez bien que les biais d'ancrage, de confirmation, de notoriété, de sélection, c'est des biais qui sont des biais qu'on connaît très bien dans le fonctionnement du cerveau. C'est des biais paléolithiques, voire néolithiques pour quelques-uns. Mais c'est des biais qui sont liés à l'histoire de l'homme. Qui les connaît très bien? Les sociologues, les psychologues. Mais c'est aussi les publicitaires, puisqu'ils se servent couramment de ces biais pour nous faire consommer. Certains politiques s'en servent aussi couramment. Alors quel est l'enjeu par rapport à ces biais? C'est de les connaître, c'est d'être capable de les décrypter. De les connaître et de les décrypter, pourquoi? De les décrypter parce que, effectivement, sinon on va se faire manipuler. Et donc ça, dès le plus jeune âge, on doit apprendre, pour autant que ce soit possible, en fonction du cycle 1, 2, 3, si on est dans une école, en fonction du collège, en fonction du lycée, en fonction de l'état adulte, en fonction du degré d'arbitrage des personnes, on doit apprendre aux gens à ne pas se faire manipuler. Car sinon, effectivement, on a des voyous qui se servent de tous nos biais cognitifs pour nous transformer dans un sens qui ne va pas forcément dans le sens que l'on veut. Je vais vous comparer deux visions de l'avenir différentes, celle de Jeff Bendel. Peut-être que vous ne souscrirez pas à cette vision-là. Jeff Bendel dit « L'effondrement, il va arriver ». Je ne sais pas d'ailleurs quel est, après cette première heure d'exposé, quel est votre sentiment sur la question. Mais il est possible que mon discours puisse être perçu comme étant anxiogène. C'est une évidence. Que mon discours soit même perçu comme étant engagé. C'est une évidence. Par contre, ce que j'ai essayé de faire quand même, c'est de rester le plus possible près des faits et moins des interprétations ou des surinterprétations. Alors ce que dit Jeff Bendel, c'est arrêtons de laisser croire qu'on pourra encore éviter la crise. Parce que même si on n'est pas sûr qu'elle soit là, on a quand même de bonnes chances qu'elle se passe. Et en fait, il ne faut pas qu'on soit lâche, il ne faut pas qu'on soit malhonnête avec les gens. On a un devoir de vérité, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. On a ce devoir de vérité. Par contre, on peut faire aussi œuvre de pédagogie, c'est ne pas forcément générer certaines situations de tension. Si maintenant, je reprends le modèle des 4 R qu'il propose. Son premier, c'est la résilience. Comment préserver ce à quoi nous tenons vraiment? Pour faire simple, la résilience. La résistance, c'est lorsque je m'oppose à quelque chose ou à quelqu'un. La résilience, c'est lorsque j'encaisse le choc. J'en suis modifié, mais je rebondis
et je poursuis l'action derrière. Il insiste sur le renoncement. Je vais être obligé d'abandonner certaines choses si je ne veux pas aller droit dans le mur. Je vais être aussi obligé de restaurer certaines choses, ce qui me sera utile dans la tragédie à venir. Bon, tragédie, c'est lui qui le dit. Je vais devoir aussi me réconcilier avec les hommes, avec les gens, avec l'environnement. Et effectivement, je vais me heurter à un certain nombre de postures. C'est le problème de personne. Ce que tu me dis là, c'est grave, oui, je suis d'accord, mais c'est le problème de personne. Oh, c'est pas si grave, tu sais, il faut relativiser. C'est très grave ce que tu dis. Mais écoute, je vais le reformuler, et là, je dépouille de tout son sens ce qui avait été dit. Supériorité morale. Ce type, peut-être que d'ailleurs, si vous pensez par rapport à mon discours, ce type, il est dangereux de raconter ça. Vous voulez que tout le monde renonce à faire des petits riens? Puisque ce qu'on fait est inutile, vaut mieux rien faire. Et effectivement, ce n'est pas du tout le sens de mon discours. La procrastination, c'est fondamental, mais je m'en occuperai plus tard. C'est exactement ce qu'on fait sur les changements climatiques. Je n'arrive pas à atteindre les objectifs que j'avais fixés au protocole de Paris. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vais faire mieux dans 5 ans. C'est un leurre. Le conte de fées. À force de créer votre histoire, vous allez finir par y croire et ça va même finir par arriver. Je vais aller très vite sur la vision d'Albrecht parce que vous pouvez retrouver ça dans une autre vidéo. Albrecht, c'est la solastalgie. Vous connaissez peut-être la nostalgie. La nostalgie, algie, c'est la douleur, nos, du temps passé. La solastalgie, c'est la douleur qui est liée à la perte d'un milieu, la perte du sol. Sol, astalgie. En fait, ce sur quoi Albrecht insiste, c'est sur un phénomène qui est hélas très bien connu. C'est l'éco-anxiété. Dans une étude, vous l'avez dans ce petit bouquin, mais sur Internet, vous l'avez partout. Dans une étude faite sur 40 000 jeunes entre 14 et 24 ans, on voit que la moitié d'entre eux présentent de l'éco-anxiété. Ça va même loin. Sur les jeunes filles, une jeune fille sur 10 dit qu'elle hésite à faire des enfants. Là, on commence à avoir véritablement, je crois, un problème. Alors, est-ce qu'on peut nier l'éco-anxiété? Ce serait ridicule. Les gamins que l'on a, les jeunes que l'on a, sont dans l'éco-anxiété. D'ailleurs, actuellement, sur ma ville, Clermont-Ferrand, on a le grand séminaire de 10 jours sur les semaines d'information sur la santé mentale. Comme par hasard, ce qui est au menu cette année, c'est la question de l'éco-anxiété. Parce que c'est une véritable bombe à retardement que l'on a sous les pieds. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Par contre, nous ne sommes pas des psychiatres. On est d'accord que l'éco-anxiété, ce sont des troubles qui sont d'ordre pas uniquement psychologique, qui sont d'ordre psychiatrique. Et donc un formateur, un éducateur ne peut pas gérer ça. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a toute une stratégie pour éviter. Je vais aller très vite là-dessus pour ne faire qu'un résumé, puisque ceci est très développé dans d'autres capsules vidéo. Nous devons avoir une vision systémique du monde, prospective. Nous savons que nous allons devoir faire des changements, que ceux-ci vont être individuels et collectifs, afin d'exercer notre responsabilité dans un cadre éthique. Il s'agit là des 5 méta-compétences qui sont en fait la définition que l'on donne, nous, à la question du développement durable. C'est quoi le développement durable? C'est effectivement adopter une vision systémique, c'est-à-dire poser les bons problèmes dans leur complexité, avoir une vision prospective du monde, c'est-à-dire effectivement intégrer l'incertitude, intégrer l'imprévisibilité, au lieu d'attendre que ça nous tombe sur la tête. C'est effectivement voir les changements en fonction de leur nature, subis, choisis, perceptibles, réversibles ou non. En fonction de si on est sur de l'atténuation. Atténuation des changements climatiques, c'est quoi? Je vais simplement prendre une voiture qui consomme moins. Adaptation. Je ne vais plus planter tels arbres à tel endroit parce qu'ils vont mourir de soif. Je vais bâtir ma maison autrement. Transformation, c'est une véritable transformation de la société et des modes de consommation et de production. Dire que l'on va croire que les changements puissent être individuels ou collectifs, c'est idiot. Il faudra bien tout pour arriver à avoir quelques solutions.
Par contre, je n'ai mis là qu'un élément. Nous allons passer d'un monde de compétition à un monde de collaboration. Là, ça veut dire qu'on va changer de valeur. Ça veut dire qu'on va devoir expliciter les valeurs qui nous sous-tendent. Parce que là, c'est l'exercice de notre responsabilité. Par rapport à ça, on a effectivement un certain nombre de compétences qui sont des compétences de nature prospective. Avoir une pensée créative, faire preuve d'esprit critique, prendre en compte des phénomènes spatiaux aux différentes échelles, prendre en compte des phénomènes temporels, mise en perspective des phénomènes, savoir construire des scénarios résilients, c'est un certain nombre de compétences qui sont totalement nécessaires pour avoir une vision prospective du monde. Et ces compétences, il va falloir former à ces compétences. Il existe un certain nombre d'outils, tout ceci est développé dans d'autres vidéos. Je vais terminer par simplement un petit outil. Un parcours en compétences nécessite de former en compétences. Si vous faites un débat, le débat va faire fonctionner l'argumentation, c'est-à-dire le préfrontal. C'est-à-dire que vous ne serez plus sur les émotions. Et donc, un débat va effectivement nous structurer l'esprit, et c'est très bien, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant pour nous faire changer. Rappelez-vous ce qu'on disait au tout début de la présentation. Je vous montre la Terre, c'est pas parce que vous voyez la Terre, même vue de la Lune, que vous y croyez. Il y a des tas de gens qui, bien que la voyant, vont dire non, c'est de la fake news, ça. Et donc, on va être obligé de travailler sur les émotions. J'ai pris un exemple ici, je pose un problème, c'est la question du transport, des modes de mobilité à l'échelle de Clermont-Ferrand, puisque c'est la ville dans laquelle je vis, vous transposerez très facilement. J'aurais très bien pu prendre le retour du loup en Auvergne avec tous les problèmes que ça pose. Et à partir de ça, je vais me servir du jeu de rôle pour mieux le faire percevoir. Je vais prendre ce qu'on va appeler des chapeaux. Je vais me mettre, d'accord, je suis ridicule. Je vais me mettre un chapeau blanc. Le chapeau blanc, ça va être je suis neutre. Je suis ouvert à la recherche des informations nécessaires. Chapeau blanc, respect. Mais je pourrais aussi adopter un chapeau rouge, bon j'ai que du rose, qui va remplacer. Alors là, je suis encore plus ridicule avec mon chapeau rose, peut-être. Mais là, avec mon chapeau rose, je suis intimement convaincu que tout ce qui se dit ne marchera pas. Je suis négatif, je suis pénible, je suis l'enquiquineur de service. Je vais toujours demander aux gens, êtes-vous sûr que ce que vous dites soit vrai? Je vais donc être l'enquiquineur. Je pourrais aussi être, alors j'ai pas de noir, chapeau noir. Je le transforme par un chapeau violet. Alors là, c'est pire. Je suis rigide. Je ne veux pas faire d'erreur. Je me réfère à la loi, à l'ordre, à la rationalité, à la prudence. Je ne fais marcher que mon préfrontal. Et effectivement, vous avez compris que des chapeaux noirs, il y en a dans la société. Et il va falloir composer avec. Chapeau jaune. Chapeau jaune, là il est mignon, mon petit chapeau jaune. Je suis optimiste. Je suis positif. Moi je pense qu'il faut essayer. J'ai pas d'a priori. Je vous dis, essayez. Par contre, il faut que ce que vous fassiez soit concret. Chapeau vert. Désolé, il n'apparaît pas vert à l'écran. Je vais prendre un chapeau d'une autre couleur. Chapeau vert. Chapeau vert. Alors là, je suis vraiment totalement ridicule. Je vais le mettre comme ça fera moins pire. Vous bouillonnez d'idées. Vous faites plein de propositions. Vous êtes hyper créatif. Peut-être pas très critique, mais hyper créatif. Et vous allez proposer plein d'idées. Alors bien sûr, vous avez compris que vous êtes totalement méprisé par le chapeau rouge. Et que dire du chapeau noir?
Là, ils vous prennent vraiment pour un idiot de base. Chapeau bleu. Je suis posé, organisé, réfléchi. Chapeau bas, vous prenez le temps de réfléchir, vous n'aimez pas ceux qui s'emballent, donc en fait, le chapeau vert à côté, il vous enquiquine un peu avec toutes ces péroraisons. Vous prenez les propositions. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, je pense, c'est que ces approches sont les approches de la société. Les chapeaux de Bonneau, ça marche drôlement bien, quel que soit l'âge des élèves, parce que justement, dans la société, on a tous ces chapeaux. Et effectivement, c'est ainsi que l'on va mobiliser les émotions. Et là, effectivement, avec ces jeux de rôle et pas ces débats, nous pourrons obtenir un certain nombre de résultats. Alors, je vais aller très vite là-dessus. Il existe des méthodes pour envisager l'avenir. C'est des ouvrages tels que celui de Teklock Gardner. Mais pour aller plus loin, il faut envisager les vrais liens entre la vision prospective et les outils qui permettent de développer ces compétences prospectives. Je vous ai donné juste 2 outils dans la vidéo d'aujourd'hui. Il faudrait effectivement, si on veut changer, il va falloir jouer à la fois sur la raison et sur l'émotion. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc on va être obligé de créer des outils qui correspondent aux deux et qui mobilisent bien les deux. Vous avez besoin de choix éclairés, c'est le préfrontal, mais vous avez aussi besoin de changements émotionnels. Pour terminer, je vais prendre juste l'exemple des risques majeurs. Il existe, la notion de risque repose sur la notion d'aléa et d'enjeu. J'ai ici un risque et j'ai ici un aléa et j'ai ici un enjeu. Si ma maison était toute seule sans rien, il n'y aurait pas de risque car il n'y aurait pas d'aléa. Si j'ai la falaise qui tombe, c'est les documents de l'IFORM, à l'Institut français de formation au risque majeur. Si la falaise tombe sur la maison, effectivement, j'ai le croisement d'un aléa et d'enjeu. Et dans ce cas-là, j'ai effectivement un risque. Je peux avoir des risques courants qui ont une gravité faible, c'est les risques de la vie domestique. Je peux avoir des risques moyens. Risque moyen, c'est les accidents de la route, par exemple. Je peux avoir des risques majeurs qui sont effectivement beaucoup plus impactants. Les uns sont d'une gravité grandissante, mais ils sont d'une probabilité qui baisse. Et en fait, leur risque peut être considéré comme acceptable ou comme inacceptable en fonction d'une limite, c'est la courbe de Farmer, une fonction d'une limite qu'on se fixe intellectuellement. Et c'est typiquement cette limite qui va bouger dans les sociétés en fonction de l'éducation. Si je prends l'approche très systémique, l'aléa va varier en fonction de son intensité et de sa probabilité. Les enjeux vont varier en fonction de la vulnérabilité des personnes et en fonction de leur importance. C'est ce qui va définir le risque. Mais, dans le risque, ça va, c'est bon, vous repérez sur le document, importance, vulnérabilité. Là, nous sommes sur l'aléa. Nous avons les enjeux, veuillez m'excuser, je viens de faire la version. Intensité, fréquence, c'est les aléas, et importance, vulnérabilité, c'est les enjeux. Nous sommes là sur le risque sensu stricto. Mais, je reviens à la résilience. Si nous sommes bien préparés au risque, que nous sommes restés vigilants, le risque sera beaucoup moins impactant. Si nous avons conscience du risque, si nous avons confiance dans les gens qui doivent nous assister, effectivement, nous allons augmenter la résilience des personnes. C'est la raison pour laquelle vous avez ici les différents axes présentés ici. C'est pour la raison pour laquelle, quand on a une crue décennale, on a ici tout ce qui est résilience qui est supérieur à ce qui est risque. La réactivité est supérieure à la gravité. Quand on a par contre une crue centenale, on n'a pas conscience que la crue va pouvoir monter jusque-là.
On n'a aucune confiance dans les pouvoirs publics. On est mal préparé. On n'est pas vigilant. Et donc, là, notre résilience n'est pas suffisante pour faire face à une crue centennale. Et donc la gravité va être beaucoup plus importante, notre vulnérabilité va exploser et parce que l'intensité du risque est plus importante. Et effectivement, quand la réactivité est devenue inférieure à la gravité, nous basculons sur la définition de ce qu'on va appeler des risques majeurs. Mais, et pour terminer ça, si nous avons un événement qui... Alors prenez ça comme des petites boules sur lesquelles des phénomènes aléatoires se passent. Chaque petite sphère, si un événement exceptionnel arrive, on va mettre du noir. Si un événement très rare, probabilité 2 sur 100, arrive, on va mettre du rouge. Si rose, 1 sur 10. Blanc, peu fréquent, bleu, fréquent. Vous avez ici, donc si on commence au début, au temps T0, la couleur sera avec énormément de bleu et de blanc. Beaucoup de bleu et de blanc, c'est normal puisque c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Et dans le meilleur des cas, vous aurez un noir et deux rouges. Si on prend 10 ans après, à l'endroit où on avait... En fait, ce qu'il faut comprendre dans le schéma, c'est que quand on a un pion noir qui tombe à un endroit, on considère qu'un événement est arrivé à cet endroit-là. Si on a simplement un événement peu fréquent, il va être remplacé après par une sphère rose, une sphère rouge. Au fur et à mesure que nous regardons nos pions, nous mettons la couleur de l'événement le plus exceptionnel. Et au bout de 20 ans, vous voyez que nous avons déjà un petit mélange avec pratiquement plus de bleu, vous le voyez. Les événements les plus fréquents n'apparaissent que même pas sur le tiers. Et puis quand on prend une centaine d'années après, vous voyez que les événements rares sont les plus fréquents. En fait, on a un mal fou avec l'histoire du temps, parce qu'on a du mal à considérer que des choses puissent arriver. Et en fait, on croit toujours qu'une crue décennale, c'est ce qui arrive tous les 100 ans de par son amplitude. Alors qu'en fait, c'est une simple petite crue décennale, gentille. Et lorsqu'on a une crue centennale, on lève les bras au ciel en disant « Oh là là, mais on n'a jamais pu envisager que ça puisse arriver !» Vous avez, je pense, compris le pourquoi il faut développer une vision prospective du monde, où on associe à la fois un esprit critique, à la fois un esprit créatif, à la fois faire bien la différence entre la mise en perspective de phénomènes et la prospective. On n'est pas obligé de jouer sur l'anxiété. Les choses dont on parle sont déjà suffisamment anxiogènes comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Par contre, vous avez compris que si on veut évoluer, il faut effectivement jouer à la fois sur la raison et sur l'émotion, mais il va falloir donner une culture prospective avec un certain nombre d'outils qui nous permettent de développer ces compétences qui sont totalement fondamentales. Merci de votre attention. Au revoir.